Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Suite à notre épisode spécial Halloween, nous avions envie de rester dans l'ambiance, même si les décorations de Noël remplacent déjà les bonbons et les déguisements dans les magasins. Et oui, que voulez-vous, on aime bien frissonner, mais pas forcément de froid. Parfois poilus, à écailles, avec ou sans ailes, queue fourchue, aux griffes acérées. Aujourd'hui, on met à l'honneur des créatures qui peuvent nous faire peur, les monstres. Mais en fait, c'est quoi un monstre ? Le mot monstre vient de monstrare qui signifie montrer. C'est donc celui qu'on va montrer du doigt parce qu'il est différent, qu'il s'écarte de la norme par son apparence ou son comportement. Au collège, on a travaillé sur les monstres en début d'année et j'ai adoré. J'ai fait un exposé sur les gremlins qui me font beaucoup rire, mais qui peuvent être terribles quand ils s'y mettent. Allez, cassons la mauvaise image qu'ont les monstres et essayons de les voir sous un autre angle avec notre sélection monstrueuse. Pour commencer, on va vous parler de la série Le monstre du placard d'Antoine Doll, illustré par Bruno Salamon. Il y a 7 tomes publiés par Actes Sud Jeunesse à lire dès 3 ans. Oui, le monstre du placard existe bien, et notre petit héros s'évertue à le clamer haut et fort, pour expliquer le désordre dans sa chambre, certaines bêtises, ou encore la nécessité de laisser une lumière la nuit. Et oui, le monstre a peur du noir. C'est la faute du monstre tout ça. Ce monstre, il est bien réel, la preuve. Il a une personnalité, il tombe amoureux, il n'aime ni l'école, ni Noël, et il a même un complexe. Vous n'allez quand même pas continuer de croire à la non-existence du monstre du placard après tous ces arguments, non ? Vous doutez encore ? Alors plongez dans cette série du papa de Mortel Adèle, vous nous en direz des nouvelles. Côté roman illustré, mon coup de cœur s'intitule sobrement « Monstre ». Il est de Stéphane Servant et Nicolas Zuliami, publié par les éditions Thierry Magnier, et vous pouvez y plonger dès 9 ans. Un cirque est arrivé en ville et le clou de son spectacle, après les numéros classiques, c'est le monstre des rêves. Otto, le héros de l'histoire, va voir le spectacle avec ses parents. Et là, tout le monde est stupéfait lorsque le fameux monstre apparaît. Il n'a ni cornes, ni queue, ni dents pointues, ni pieds fourchus. Sa peau est blanche et ses yeux ronds. Il n'a des poils que sur la tête. Mais attendez, ça ne fait pas peur du tout comme description. En effet, si dans les premières pages on devine quelques cornes sur les ombres des personnages, qu'il nous semble apercevoir des mains velues chez le héros, on ne s'est pas bien rendu compte que leur apparence est bien différente de la nôtre. En fait, celui qu'il qualifie de monstre est un humain, un petit garçon très semblable à ceux que vous connaissez. Et ça, c'est grâce aux illustrations subtiles qui révèlent à partir de cet instant l'apparence de ceux à qui l'on pouvait s'identifier, puisque l'histoire nous est contée depuis le point de vue de l'un d'eux. Donc en fait, toi, moi et nos auditeurs, on est des monstres aux yeux des personnages du livre. C'est comme dans la définition du monstre. Le monstre, ici, c'est celui qui ne ressemble pas aux autres, mais dans son monde, les monstres, ce sont ceux qui sont en train de hurler en le pointant du doigt. Exactement, Matt. Alors que va-t-il se passer dans l'esprit de notre petit héros ? Va-t-il juger sur les apparences et céder à la peur lui aussi ? Non, Otto va faire preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'il va se mettre à la place de ce soi-disant monstre. Il a pitié de lui. Il comprend qu'il avait une vie et des parents avant de finir dans une cage du cirque. Le jour où il retrouve le petit humain caché dans son poulailler, il décide de l'aider. Ainsi se crée une douce amitié entre ces deux êtres qui ont peut-être davantage en commun que ce qui est laissé à voir. Car ils se ressemblent un peu physiquement, mais aussi parce que Otto se sent différent des autres habitants de son village. J'ai adoré la façon dont le sujet de la différence et de la monstruosité est traité, ainsi que les illustrations crayonnées, riches de détails et de subtilités. Elles ont une place très importante dans ce roman, pouvant presque raconter par elles-mêmes cette leçon de tolérance. Le dernier album de notre sélection est présenté comme un guide à l'usage des monstres et des enfants. Ils sont parfois amenés à cohabiter ensemble. Si nous avons peur des monstres, ou bien s'ils nous dégoûtent, on ne pense pas toujours que ça peut être le cas eux aussi quand ils nous voient. Et oui, songez à ces monstres contraints de se cacher au fond des lacs parce que des enfants ont eu la joyeuse idée de venir se baigner.
Pensez au monstre sous l'escalier qui doit retourner s'y cacher à chaque fois qu'un enfant se lève la nuit pour demander un verre d'eau. Cet album s'appelle « À la nuit tombée, conseils aux monstres et aux enfants pour bien vivre ensemble », écrit et illustré par Enrique Quevedo, publié par les éditions Seuil Jeunesse. Il s'adresse dans un premier temps aux enfants à partir de 3 ans pour savoir comment réagir face aux monstres. Écoutez ça par exemple. À la nuit tombée, il est l'heure d'aller te coucher. Tu t'apprêtes à traverser le couloir avec une bougie pour seule compagnie, lorsqu'un courant d'air dont tu ignores la provenance te fait frissonner. La lumière vacille et soudain, tout est plongé dans le noir. Malheureusement, la vie des monstres qui logent dans les murs est assez monotone. Éteindre les bougies est un de leurs rares passe-temps. Il serait par conséquent prudent que tu remplaces ton ancien système d'éclairage par une torche électrique. Bien plus fiable. Mais ça ressemble bien à ce qu'on peut ressentir dans le couloir la nuit. Et le conseil est plutôt logique. Ce guide s'adresse ensuite aux monstres parce qu'on découvre que ce n'est pas franchement facile de vivre avec des enfants. Je vous lis un extrait. À la nuit tombée, tu remarques une horde de morveux sur le port où tu séjournes. Ils commencent à se jeter à l'eau depuis le quai et viennent troubler tes vacances subaquatiques bien méritées. Imagine que ce sont des étoiles filantes et fais un vœu. Que les parents soient enfin plus responsables et surveillent un peu mieux des gosses aussi insupportables. Mais la meilleure solution, du moins, la plus efficace, est de tous les attraper au vol avant qu'ils ne touchent l'eau et les déposer à terre. J'aime beaucoup quand le guide s'adresse aux monstres, je trouve ça drôle. Derrière l'humour et les illustrations très intéressantes et détaillées de l'auteur, le message est clair. Si nous avons peur de quelque chose ou de quelqu'un, c'est souvent parce qu'il est très différent de nous. Si on prend le temps de changer de point de vue, de s'interroger, de se mettre à la place de l'autre, on le comprend déjà mieux. Et parfois, il suffit de réfléchir à la meilleure façon de vivre ensemble. Extrait de Monstres de Stéphane Servant et Nicolas Zoliami. Notre village se trouvait au bout du monde, vraiment au bout du monde. Au-delà, il n'y avait rien d'autre que l'ombre des montagnes, un océan d'arbres sombres et moussus, et des lacs aussi profonds que la nuit. Une seule route poussiéreuse menait laborieusement à notre village, ce qui fait que presque personne n'y arrivait jamais. Parfois passait un colporteur aveugle qui vendait des onguents, des potions et des livres rongés par les rats. Parfois venaient s'égarer ici quelques promeneurs imprudents qu'on s'amusait à effrayer et qui repartaient aussitôt. Mais il était bien rare que quelqu'un pose ses pieds entre les mauvaises pierres du chemin. Pa, Ma et moi, nous habitions la dernière maison du village, juste à côté de cette route silencieuse où ne dansait que la poussière. C'est peut-être pour ça que ce jour-là, quand j'ai été réveillée par le bruit, j'ai su qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. On aurait dit une cascade de cailloux. Mais ça ne venait pas de mes rêves ni de la maison, non. Et pourtant, c'était tout aussi proche. Je me suis mis debout sur mon lit et j'ai collé mon nez à la vitre froide. Dehors, le jour n'était pas encore tombé. Et c'est là que j'ai vu les roulottes. Il y en avait une dizaine, peintes de toutes les couleurs. Elles étaient tractées par d'énormes animaux à la robe fumante et leurs roues cerclées de métal faisaient voler en éclats les pierres du chemin. Sur chacune d'entre elles, il était écrit « Le cirque des rêves ». Je suis sortie de la maison en courant. Pa et Ma étaient déjà sur la terrasse. Ils regardaient le convoi en se frottant les yeux, comme s'ils avaient eux aussi du mal à croire ce qu'ils voyaient. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé à mes parents. « C'est le cirque, Otto », a répondu Pa. Moi, je n'avais jamais vu de cirque. Je n'en avais même pas entendu parler. Un cirque, m'a expliqué Ma, c'est un endroit où des gens font des tours extraordinaires. Et je n'en doutais pas. Le bruit, les animaux, les couleurs, pour moi qui n'étais jamais sortie de notre village, tout ça était déjà extraordinaire. Sur la banquette de la première roulotte, un homme habillé de rouge a levé jusqu'à sa bouche un porte-voix. « Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants,
Après avoir fait le tour du monde et diverti les rois et les reines, les fous et les sages, le cirque des rêves est aujourd'hui chez vous. Pour votre plus grand plaisir, nos artistes vous présenteront des numéros exceptionnels, à hurler de rire, à rugir de peur, à faire trembler les étoiles. Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, venez, venez rencontrer le cirque des rêves. Moi, je tremblais déjà, comme une étoile. Je n'ai jamais avalé mon petit déjeuner aussi vite que ce jour-là. Moi qui rechignais toujours à finir les assiettes débordantes que me servait mon père, cette fois-ci je n'ai rien laissé. J'étais tellement pressée d'aller voir ce qui se passait au village. D'un clin d'œil, ma mère m'a dispensé de la corvée des œufs. Les poules peuvent attendre. Elles ne feront pas d'omelette sans nous. Va! J'ai filé comme le vent du nord sur la poussière du chemin. Quand je suis arrivée sur place, la nuit se levait à peine. Les roulottes étaient installées en cercle et un immense chapiteau noir et rouge était dressé au centre. Des guirlandes lumineuses étaient accrochées tout autour. On aurait dit que les étoiles s'étaient rassemblées pour un soir au-dessus de notre village. L'homme en rouge est monté sur une estrade devant le chapiteau. « Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, approchez, approchez !» Je me suis avancée dans la foule. « Mesdames et messieurs, demain, pour une seule et unique représentation, vous pourrez admirer les fabuleux artistes du cirque des rêves. Pour vous donner un avant-goût, laissez-moi à présent vous présenter notre troupe. » À tour de rôle, les artistes paradaient devant nous, nous donnant un aperçu de leur numéro. Les jongleurs de couteaux, les cracheurs de feu, les acrobates de la mort. La foule applaudissait et hurlait, ravie. Moi, j'étais tellement émerveillée que j'en oubliais même d'applaudir. Quand le calme est revenu, l'homme en rouge a repris. Et enfin, voici le clou de notre spectacle, présenté par notre intrépide dompteur. Sur le moment, je n'ai pas compris comment un simple clou pouvait surpasser tout ce que je venais de voir. La toile du chapiteau s'est écartée et un homme tout habillé de cuir a poussé devant nous une cage recouverte d'un tissu aussi noir que la nuit. Le dompteur, large comme une barrique, tenait dans ses mains un fouet effilé. Il a tiré sur son pantalon et un grand silence s'est fait. L'homme en rouge s'est approché. « Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, il est là, sous ce tissu, dans cette cage. Vous ne le voyez pas, pas encore, mais il est bien là, le survivant d'un peuple primitif, ni homme, ni bête, grotesque et effrayant. Devant lui, des rois et des reines se sont évanouis, des sages sont devenus fous, et des fous sont devenus sages. Celui que le monde entier nous envie, celui que tout le monde craint, le seul et l'unique. » Le dompteur a fait claquer son fouet au-dessus de nos têtes. « Le monstre des rêves !» Sous le tissu noir, quelque chose a bougé. Un frémissement a parcouru la foule. Mais nous n'en avons pas vu plus ce jour-là. L'homme en rouge a ouvert les bras tandis que le dompteur faisait disparaître la cage derrière la toile du chapiteau. « Demain, à la minuit, venez découvrir le monstre et les merveilles du cirque des rêves. » Après la présentation du dompteur, tout le monde ne parlait que du monstre. « Le tissu a glissé, je l'ai vu !» a affirmé une vieille femme. « Je l'ai vu, je le jure, et il est affreux, vraiment affreux !» Un homme a confirmé. « Il est sauvage. L'homme en rouge l'a dit, c'est pire qu'une bête. C'est pour ça que le dompteur a un fouet, pour le faire obéir. Sinon, qui sait ce qui se passerait ?»
Tout le monde était d'accord. Oui, il est dangereux. Heureusement qu'il est enfermé dans une cage. Moi, je n'avais jamais vu de monstres, mais je savais qu'ils étaient tout près. Dans ma chambre, quand le sommeil tardait, parfois il faisait grincer la porte du placard. Parfois il glissait sur le miroir. Parfois il se faufilait sous mon lit, et quand je finissais par m'endormir, souvent il me suivait jusque sous mes paupières pour transformer mes rêves en cauchemars. « Hé, Otto, toi, t'as pas peur du monstre, pas vrai ?» a demandé une voix derrière moi. Je me suis retournée. C'était Max et sa bande. Il ricanait en me montrant du doigt. « T'as pas peur du monstre parce qu'il te ressemble ? Paraît qu'il est aussi laid que toi !» a déclaré Max en grimaçant. C'est difficile à croire pourtant que deux choses aussi moches puissent exister en même temps. Les autres ont hoché la tête. Max a fait semblant de réfléchir. À moins que ce soit ton frère, là-bas dans cette cage. Ouais, c'est ça. Vous êtes frères tous les deux. Deux moches, deux monstres. Les autres se sont mis à crier. Deux frères, deux moches, deux monstres. Qu'est-ce que t'en penses, Otto, cœur de Piaf ? Otto, cœur de Piaf, ont repris les autres. Otto, cœur de Piaf. Moi, je n'ai rien dit. J'ai baissé les yeux comme d'habitude. Je sais que j'aurais dû répondre, le pousser, lui écraser mon poing sur la figure, lui arracher les yeux, le mordre jusqu'au sang. C'est ce que tous les autres gamins auraient fait. C'est ce que Pa et Ma m'auraient dit de faire. Mais en vérité, j'en étais incapable. Je me contentais de trembler. « Tu sais ce qu'on leur fait aux monstres ?» m'a demandé Max. « La même chose qu'aux Piaf. On les attrape et on les écrabouille. » Ils sont partis en riant de toutes leurs dents. Moi, je suis rentrée à la maison en donnant des coups de pied aux pierres du chemin. Mais il y en avait trop et je n'avais pas assez de pieds pour les faire disparaître toutes. Pa et Ma faisaient des efforts pour m'accepter comme j'étais, je le savais. Mais tous les autres, Max et sa bande, je voyais bien qu'ils me trouvaient bizarre. Et je me sentais bizarre, c'est sûr. Otto, cœur de Piaf. Max m'appelait comme ça parce qu'un jour, sur la place du village, j'avais eu le malheur de lui raconter ce que m'avait dit ma mère. Depuis tout petit, ma mère me répétait que j'étais différent à cause d'un oiseau. Tu n'étais pas encore né et je faisais une sieste près du lac dans la forêt. Un oiseau s'est perché sur mon ventre pendant que je dormais. Il a échangé son cœur avec le tien. C'est pour ça que tu es spécial. Parce que tu as un bout de ciel, là, dans la poitrine. Si j'avais croisé un oiseau à ce moment-là, je crois que j'aurais pu l'écrabouiller. Heureusement, le ciel était vide. Le lendemain, Pa, Ma et moi, on est arrivés sur la place un peu avant la minuit. Il y avait dans l'air la musique d'un accordéon et l'odeur de choses appétissantes qui grillaient sur des barbecues. Ma a payé 3 billets et nous sommes entrés sous le chapiteau. Tout le village était là, rassemblé sur les gradins de bois. Quand nous sommes passés devant Max, il m'a lancé en chuchotant. « T'es venu voir ton frère, Otto, cœur de Piaf ?» Et il a éclaté de rire. Ses parents se sont mis à glousser eux aussi. J'ai baissé la tête pour ne pas avoir à répondre. Nous nous sommes assis et le spectacle a commencé. Je n'avais jamais vu autant de choses magnifiques réunies au même endroit, si ce n'est les étoiles dans le ciel. Il y a eu les jongleurs de couteaux, les cracheurs de feu, les acrobates de la mort. À chaque fois, c'était des cris, des rires et des applaudissements. Et puis est arrivé le moment que nous attendions tous. Le dompteur a poussé la cage au milieu de la piste. Un grand silence s'est installé avec nous dans les gradins. Sous le tissu, rien ne bougeait. « Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, » a dit l'homme en rouge, « vous qui avez le cœur trop sensible, cachez vos yeux derrière vos mains, car il est là, celui que le monde entier nous envie, celui que tout le monde craint, le seul et l'unique !» Le fouet du dompteur a claqué dans les airs et le tissu qui recouvrait la cage est tombé. « Le monstre des rêves !» Un grand « Oh !»
de stupéfaction a parcouru le public. Le monstre était monstrueux. Jamais, à part dans les cauchemars, on n'avait vu un corps si grotesque. Ni cornes, ni queue, ni dents pointues, ni pieds fourchus. Il y a eu des hurlements et des rires dans le public. Les gens se moquaient de sa peau lisse et blanche, de son visage ridicule, de ses yeux tout ronds, des quelques poils qui lui faisaient comme une couronne sur la tête. Le dompteur a essayé de lui faire des tours. « Allez, debout! Saute! Saute maintenant !» Mais le monstre n'a pas bougé. Il était assis et il nous regardait, nous, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. « Quelle sale bête !» a pesté le dompteur en tirant sur son pantalon, ce qui a fait rire tout le monde. Pour quelques pièces, on pouvait s'approcher et jeter au monstre de petites choses à manger. En cachette, Max et sa bande lui jetaient des cailloux sans rien payer. Pam a glissé une poignée de pièces dans la main. « On y va, Otto. Tu n'auras pas peur. » J'ai secoué la tête pour lui dire non, mais la vérité c'est que je tremblais en approchant de la cage. Le dompteur a échangé mes pièces contre d'étranges graines. Puis il a fait claquer son fouet tout contre les barreaux d'acier. Le monstre s'est recroquevillé. « Fais attention, petit, on ne sait pas de quoi il est capable. Il est sauvage. » Extrait de À la nuit tombée. Conseil aux monstres et aux enfants pour bien vivre ensemble de Enrique Quevedo. Oh, un monstre. Conseil pratique à l'usage des enfants. Quand, dans ta chambre, s'ouvre une autre dimension. À la nuit tombée, tu es sur le point de t'endormir. Brusquement, tu sens que tout ton corps se met à trembler lorsque tu découvres qu'un passage vers d'autres mondes s'ouvre dans l'un des murs. Tu t'attends à voir surgir d'un moment à l'autre un énorme monstre gélatineux. Dans une telle situation, on le sait depuis des siècles, il est recommandé de rester bien caché sous les couvertures. Aussi incroyable que cela puisse te paraître, ces êtres sont extrêmement allergiques aux minuscules acariens qui se logent dans le linge de lit. Quand dans ton jardin se tient un extraterrestre. À la nuit tombée, il est l'heure de sortir la poubelle lorsque tu vois atterrir devant chez toi un énorme alien qui semble fort désorienté. Je te conseille un truc que j'ai fait quand je n'étais pas plus grand que toi. Attache une corde à l'une des fenêtres du premier étage, accroche le sac et fais-le glisser comme une tyrolienne jusqu'à la poubelle au coin de la rue. Et il n'est pas non plus inutile de faire parvenir une boussole à l'alien en question. Ceci est déconseillé s'il a l'intention de coloniser notre planète. Note de l'éditeur. Oh, un enfant. Conseil pratique à l'usage des monstres. Quand tu veux sortir sans qu'on te surprenne. À la nuit tombée, tu t'apprêtes à sortir pour aller retrouver tes amis lorsque tu entends des pas qui descendent les escaliers. La vitesse n'étant pas ton point fort, tu es obligé de te replier dans ta cachette. Cette manœuvre exaspérante se répète toute la nuit et tu n'arrives à avancer que de quelques mètres. On sait que c'est la soif qui pousse les enfants insomniaques à se lever la nuit. Il suffirait que tu déposes un verre d'eau sur leur table de chevet. Profite d'un moment où ils sont à l'école pour qu'ils restent sagement au premier étage. Quand ton apparence t'empêche de te faire des amis. À la nuit tombée, tu rentres déçu après avoir une nouvelle fois tenté sans succès de devenir ami avec les enfants de ton quartier. Ne te désespère pas, les petits humains peuvent être assez cruels. Ton heure viendra sûrement pendant la nuit d'Halloween. Lorsque tout le monde sortira déguisé, il sera très difficile de faire la différence entre les monstres et les humains. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !